Quand tu as des réunions de travail, moi, je ne peux pas rester focus sur ce qui se dit parce que ça n'est pas suffisant pour moi, ça m'énerve et il me faut autre chose. Azef, c'est un podcast de conversation. Il est né d'un lieu mental réel, un lieu qu'on connaît souvent depuis l'enfance. C'est comme un entre-deux. C'est pas l'imaginaire, c'est pas le rationnel non plus. C'est un espace où les idées se créent avant les mots. Certains appellent le monde imaginal. Beaucoup d'entre nous ont appris à s'en couper, parce que ce monde-là ne rentre pas bien dans les cases. Ce qu'il rend sensible, différent et parfois solitaire. Dans Azef, on parle de ça, de ne pas toujours savoir comment faire avec ce qu'on perçoit. Mais aussi on parle de la créativité qui en découle, des mondes qu'on imagine et qu'on finit parfois par créer. La pensée créative ne progresse pas en ligne droite. Elle bifurque, elle associe, elle explose parfois. Ces conversations vont sûrement suivre ce mouvement. Les personnes qui vont accéder à cet espace connaissent souvent entre elles, sans trop savoir pourquoi, avant les mots, avant les étiquettes qu'on se met. Aujourd'hui, on parle d'intelligence non normée. Avant, on n'avait pas les mots. On faisait juste comme si. Gilles Papon, 61 ans et j'habite à Limoges, en France. Tu vas essayer de te souvenir de l'endroit où tu te sentais bien quand tu étais petit. Aucun. Je n'ai pas d'endroit. En fait, j'étais constamment dans mes pensées, donc mon endroit, c'était mon imagination, tout simplement. Et ça se traduisait soit par le fait que je dessinais sans arrêt, Mhm. ou alors que je rêvassais. Qu'est-ce qui t'amenait à aller prendre ton crayon? J'étais toujours à l'écoute, dans une écoute extrême des adultes, notamment à la maternelle, justement. C'est là où j'ai découvert que je pouvais dessiner et que ça faisait plaisir aux adultes, parce qu'ils s'extasiaient, sans déconner, de ce que je faisais. Donc, je pense qu'à l'époque, sans en avoir conscience, ben, mon ego était extrêmement satisfait. Et en fait, c'était juste le fait de pouvoir découvrir des choses que je pouvais créer avec ma main, des stylos ou des feutres. Ça me calmait. Ça me calmait. J'ai jamais fait de bonhomme patate. Donc, j'ai toujours fait des épaules, profil et face. Et j'avais un problème que je pense qu'avaient les scribes en Égypte, parce que je me suis reconnu dans les dessins des hiéroglyphes, à savoir qu'ils dessinaient tout le temps les bonshommes de face, mais avec les visages de profil. Donc, je trouvais ça amusant d'avoir cette même problématique à cet âge-là. J'adore. Et ça fait tellement écho à mon métier. Et alors, le deuxième jeu, entre guillemets, dont tu m'as parlé, c'est que tu imaginais beaucoup, en fait. C'est comme si j'avais dans ma tête des cases Mhm. et j'y vais et je suis dedans. Alors par rapport au dessin, j'avais une systématique, c'était qu'il fallait absolument que j'ai mes crayons de couleur préférés ou mes feutres. Et j'ai toujours fait une fixette sur les feutres, à savoir est-ce que les réservoirs, parce que j'ai compris qu'il y avait un réservoir avec un truc en éponge et de l'encre à l'intérieur. Donc dès qu'un de mes feutres s'asséchait, j'étais paniqué. J'étais plutôt à l'écoute de ce que on me suggérait de faire, et donc là, ça ne posait aucune question, je faisais ce qu'on me demandait. Mes premiers souvenirs où je faisais ce dont j'avais envie et ce qui me venait spontanément, c'était au CP. J'avais fait un troupeau de chevaux sauvages. Je pense que ça devait être parce que j'avais vu un western avec des Indiens. Ou alors, comme à l'époque, mon père avait une librairie, mes principales sources d'inspiration, c'était les BD que je lisais à l'époque. Que tu Alors dessinais là, toute on va seule déjà. directement rentrer dans mon profil, on va dire dans mon profil comportemental d'autiste, à savoir que moi, je ne veux pas essayer de dessiner, je veux dessiner quelque chose de parfait. Donc oui, je te confirme, j'ai toujours commencé par copier, mais la copie, même si j'étais très bon en copie, ça ne me contentait pas, il fallait que ce soit parfait, donc je décalquais. Et donc, une fois que tu avais ton modèle parfait, Ouais, est-ce que le but du jeu, c'était juste d'avoir le modèle parfait ou de commencer à le faire vivre? au départ c'était ça. Ouais. Et l'imaginaire s'est mis en action parce que justement, j'ai découvert que en fait, je pouvais faire ce que je voulais, mais je n'en avais pas conscience. Ben, d'abord, les personnages que je reproduisais, je changeais leur environnement jusqu'à ce que je me dise, mais je peux aussi changer le personnage. J'adore les réalisations. Tin, 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 tin. Ouais, oui. Non, mais c'est aussi bête Je que ça, suis hein. Dieu, je suis Dieu.
Et après, donc au début, tu as changé les landscapes, les paysages. Et Ouais. ensuite, vas-y, tu te souviens un peu? Ça m'intéresse beaucoup, hein. Bah, en fait, c'est venu très très tard, ça, hein, vraiment très tard. Donc, les costumes. Et ensuite, sachant que, enfin, je me rendais compte que j'étais quand même très très fixé sur les super-héros et les super-héroïnes. Ensuite, je me suis rendu compte que, ok, je comprenais qu'il me fallait que j'ai une base visuelle. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler avec des photos. Et comme tous les petits graphistes, ben, j'ai pris des catalogues de la Redoute et de la Trois Suisse et des Trois Suisses. Donc j'ai décalqué la forme des mannequins, hommes et femmes, et je changeais leurs vêtements. Et c'est là où j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait une logique géométrique et gravitationnelle par rapport à la texture et au poids des vêtements. Donc il a Ah. fallu que j'acquière ce sens-là pour pouvoir réaliser des vêtements ou des tenues qui soient plausibles ou réalistes. C'est comme ça que j'ai voilà, changé enfin, que je faisais autre chose que le modèle de départ. Est-ce que tes personnages, une fois que tu avais changé le paysage, les fringues, tout ça, tu les as mis en action? Est-ce que c'est devenu des supports d'imagination? Est-ce que tu as commencé à raconter des histoires? Qu'elles soient finies ou pas, on s'en fout, hein, c'est pas le but. Ah! Alors, comme c'était de l'image fixe, l'histoire était dedans. Par contre, je me souviens qu'en sixième, la prof de français nous avait demandé de faire un livre illustré. J'avais trouvé ça génial parce que j'avais enfin créé pour la première fois une histoire et j'avais fait les illustrations. Mes premières histoires sont arrivées ben, quand j'étais en sixième. Mais sinon, avant, oui, j'avais toujours un univers vis-à-vis duquel je n'arrivais pas à mettre des mots, mais l'univers était bien là. Parce que l'illustration m'accompagnait plusieurs jours de suite et je faisais totalement abstraction de la vie réelle. Par exemple, quand je mangeais ou matin, midi ou soir, je ne pensais qu'à ça. Tu m'as dit que tu dessinais, donc que toi, ton truc, il n'y avait pas un lieu ou un endroit particulier où tu te sentais bien, mais donc que tu faisais ta propre bulle via le dessin et Oui, tout simplement via l'imaginaire. oui. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Et qu'est-ce que tu te souviens de ça quand tu me dis imaginaire, quand tu étais Ah ben, enfant, le premier hein? truc en tête, ça a été ben, jusqu'à ma période de jeune adulte. J'ai toujours fait ça depuis toujours. Le soir en me couchant, je m'imaginais des histoires dont j'étais le héros Là, j'aimerais de la description. Quand tu allais te coucher et que tu te faisais du ton film. fantasme, en fait, est-ce que tu te souviens comment ça commençait? Ben, le délire variait en fonction de l'environnement et de la période historique dans laquelle je commençais l'histoire, mais il y avait toujours une récurrence. J'étais seul, je n'avais pas de parents, et je me retrouvais systématiquement, c'était une femme qui m'identifiait comme n'étant pas comme les autres, elle s'intéressait à moi et elle m'étudiait. Une belle femme? Ah, forcément. D'accord. Mais quand tu étais enfant, c'était pas sexy la femme, c'était juste une jolie dame. Ah, c'était toujours une jolie dame, tout à fait. Ouais, ouais. Et là où il y avait vraiment une importance au niveau de l'environnement, c'était par rapport là aussi à mes références cinématographiques. Donc je sais que j'avais quand même une récurrence parce que je trouvais les styles extrêmement plaisants à cet âge-là. C'était la période Louis XV, Louis XVI. Tu sais, les grosses perruques poudrées, machin comme ça. Ah, donc ton rêve, c'était l'environnement et les personnages que tu créais en visuel. Ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. tu mettais des visuels en place dans ton rêve à chaque fois? Alors, je ne mettais pas de visuel au niveau des visages, mais au niveau de l'ambiance historique, des vêtements, de l'environnement, soit campagnard ou citadin ou architectural, oui. Moi, je m'imagine Gilles petit aller se coucher. Miam, Ouais. miam, 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 miam. Dans quoi je rentre ce soir? Tu fermes les yeux. 7. Ok, je suis dans le château de je ne sais pas quoi. Il fait beau. Tu te plantes tout ça comme décor, c'est ça? Ouais, Et la belle dame arrive ouais. pour m'étudier. Mais alors, qu'est-ce qui se passait comme aventure? Eh bien, en fait, c'est que j'avais des pouvoirs télékinésiques. Ah. Donc, je pouvais soit me mouvoir dans les airs et donc voler, Mhm, ou alors attirer des choses à moi directement dans mes mains. Et mhm. c'était ça qui avait mis la puce à l'oreille À de la ce dame, personnage-là et qui stimulait sa curiosité par rapport à moi. quoi. Alors je faisais comme les chats, c'est-à-dire que ah mais non, je n'ai rien fait, ou alors peut-être que si. Et puis finalement, oui, je me prêtais au jeu. Et tu faisais ça souvent. C'était un petit rituel à toi, un petit délire à toi que tu as fait plusieurs soirs. Ah mais non, c'est pas plusieurs soirs, c'est tous les soirs. Donc, alors, est-ce que tu peux me donner un des rêves qui t'a le plus touché,
plus surpris ou le plus fou, enfin je sais pas, un qui te reste en tête. Qu'est-ce qui s'est Ah passé? oui, oui. Il y a un paquebot qui passe, paquebot de croisière avec une équipe scientifique à l'intérieur. Je n'en ai aucune idée du comment et du pourquoi. Et dans le paquebot, il dit, oh, un homme à la mer, un homme à la mer. Et donc l'homme à la mer, c'est moi. Et je suis totalement dénudé. Enfin, je sais, enfin donc voilà. Donc je n'ai pas de vêtements qui puissent m'identifier ou me dater ou me géolocaliser. Et par contre, ce qui interroge les personnes dans le bateau, c'est que visiblement, je suis encore vivant, mais j'ai le visage dans l'eau. Donc je respire dans l'eau. Ouh, intrigue! Voilà. Donc il me repêche, je suis donc vivant. Et là, à nouveau, s'enclenche, mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Comment a-t-il fait pour respirer dans l'eau alors que normalement on ne peut pas? Etc., etc., etc. Et pendant ce voyage-là, où je suis isolé de tout, forcément de toute civilisation, mais qui a cette équipe scientifique, dirigée bien sûr par une femme, eh bien, là aussi, on recommence et on m'ausculte. Enfin, on m'ausculte, on m'examine d'un point de vue psychologique par rapport à mes facultés, par rapport... mais comment ça se fait? Tu vis dans l'eau, tu as toujours vécu là, tu es un naufragé, t'es qui, t'es quoi? Et la femme, c'est toujours la même? C'est toujours le même profil psychologique. Et bien justement, c'était quoi tes atouts, tes super pouvoirs? Ben, toujours télékinésie, et là, en l'occurrence, le fait de pouvoir respirer dans l'eau et d'aller très profondément sans être assujetti à la pression, enfin, ce genre de trucs, quoi. Et bien sûr, pouvoir voler, ça oui. Est-ce que dans toute la série de rêves que tu as fait, il y avait quand même un fil conducteur au niveau de la progression de l'histoire? Est-ce que ça tendait quelque part? Le fait que je sois reconnu comme étant à part. Donc, la récurrence au niveau des scénarios, c'était on me trouve, on m'étudie, on se rend compte que j'ai des capacités, ça me valorise, et à un moment donné, je me pose toujours la question, je reste avec eux, mais je fais quoi? Ou alors je m'en vais. Et ils te proposaient pas de faire quelque chose avec tout Non, ça? non, non. Et quand tu rentrais à la maison, j'allais dire, quand tu rentrais, quand tu te réveillais, Oui. tu te souvenais de tout? Est-ce que c'était ton délire quand tu dormais ou... Alors, si tu parles du réveil, ce qu'il y a, c'est que... Mais le fait est que moi, je me souviens au moins systématiquement d'un ou de deux rêves chaque nuit, enfin à chaque réveil. Quand je me réveille le matin, le petit scénario que je m'étais fait pour m'endormir ou me sécuriser, peu importe, je l'avais rangé pour ben, la fin de la journée qui allait suivre. Mais le matin, je ne faisais que me remettre dans l'histoire, par contre, des rêves que j'avais eus durant la nuit. Donc, c'est pour ça que je te demandais, pour moi, de l'extérieur, ça fait comme si tu avais regardé un film dont tu es le héros pendant la nuit et qu'à Ouais. des moments de la journée, tu y repenses. C'est ça? Tu y repenses ou tu rejoues dedans? Je revisualise tout le rêve Ouais, que j'ai eu durant mon sommeil et non pas le scénario que je me suis fait pour m'endormir. d'accord, d'accord. J'avais deux vies, la vie réelle et ma vie onirique. D'accord. Et est-ce que tu croyais, petit 1, que ce que tu découvrais dans tes rêves était secrètement vrai dans la réalité? Pour moi, c'était deux vies, donc l'une et l'autre existaient. Et par rapport au rêve, ce dont j'étais persuadé, et je ne sais pas pourquoi, c'était que quand j'allais mourir, j'allais revivre uniquement dans mes rêves et refaire tous les rêves que j'avais fait depuis le début de mon existence. Donc j'avais une peur horrible quand je faisais des cauchemars. À de devoir les revivre. Oui. Waouh. Et bien sûr, je ne faisais que des cauchemars à une époque. Mon Dieu. Et donc quand tu étais petit, tu rêvais de devenir quoi? Et en vrai, secrètement, que tu t'es peut-être même pas complètement avoué quand tu étais petit, mais le vrai truc. Magicien. Tu rêvais d'être magicien. Ouais. Pourquoi? Faire ce que je veux et aller où je veux. Pour que le monde irréel devienne réel. Pour que ce soit pas aussi terne et monotone et ennuyeux que la vie réelle. Ouais. À quel moment, en grandissant, as-tu remarqué que tu n'étais pas exactement comme tout le monde autour de toi, ou tu ne voyais pas de la même façon le monde autour de toi? En CE1, ben, je trouvais que les autres, la plupart des autres étaient méchants. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais un copain qui était en surpoids et les autres avaient un malin plaisir à le faire chier, à le ridiculiser, à lui foutre des tartes dans la gueule, enfin. Mais je trouvais ça ignoble et je ne comprenais pas pourquoi.
Et j'ai me dit, mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est tout simplement mal? Et alors ça, mis à part, les autres symptômes, c'était qu'ils s'intéressaient, je sais pas moi, aux courses de voiture, au sport, à être le premier à courir le plus vite ou à grimper le plus rapidement. Je ne comprenais pas. En gros, je résume maintenant avec mon intellect d'adulte, la compétition, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille maintenant, ou alors à l'époque tu sentais qu'ils étaient du même genre, ou maintenant? Et maintenant, oui, d'ailleurs, c'est ce qui est à l'origine de ma volonté de me faire diagnostiquer. C'est mon père. Quand il est mort, j'ai compris que beaucoup plus tard qu'il avait sans doute, très vraisemblablement, poussé son mimétisme comportemental à son extrême, alors qu'en fait, lorsqu'il était lui-même, et il était lui-même lorsqu'il se laissait aller à dessiner, ben en fait, c'était pas du tout la personne que je connaissais. Et il avait vraiment un sens artistique qu'il ne mettait en application que lorsqu'il s'adonnait à sa passion, c'était la tapisserie. Donc, remettre du tissu ou des ressorts ou je sais pas quoi, du rembourrage dans des vieux fauteuils, des machins comme ça. Et à chaque fois, il dessinait tout. Et je trouvais incroyable sa capacité à retranscrire le réel de la géométrie, des formes, qu'il voulait modifier ou optimiser. Ok. Donc tu penses qu'il devait être aussi neurodivergent Et quelque voilà, part? parce qu'il était aussi expert comptable et il avait une très grande facilité avec les chiffres. Et oui, je pense qu'il avait quand même, je ne sais pas s'il était aussi ou moins ou plus exacerbé que moi, je ne pourrais pas bien sûr donner de réponse, mais oui, il avait quand même un caractère à ce niveau-là très particulier, oui. Est-ce que tu t'es fait tester pour une neurodivergence? C'est laquelle? Et pourquoi tu t'es fait tester? Et quand? Bah, c'était l'été de cette année, donc juillet 2022. Je ne me suis fait diagnostiquer que pour l'autisme. Le côté HPI, je l'ai compris tout seul comme un grand dans ma vie professionnelle. Et le côté TDAH, je l'ai compris quand je me suis mis sur mon projet. Mais j'ai compris que pour le TDAH, il me fallait toujours une carotte et un plaisir physique et intellectuel à la fin de ma journée de travail en me disant, j'ai bien bossé, ce que tu as fait, ça me plaît, et du coup, j'ai envie de continuer le lendemain, et ça a été ça qui m'a alimenté. Alimenté en termes d'énergie. Pour le côté HPI, je l'ai compris tout seul, donc je me suis pas questionné. Par exemple, en réunion, quand tu as des réunions de travail, moi, je ne peux pas rester focus sur ce qui se dit, parce que ça n'est pas suffisant pour moi, ça m'énerve, et il me faut autre chose. Donc, dans les réunions, je dessine toujours. Ça m'aide à me focaliser sur ce que la personne raconte ou etc. Quand je travaille, pareil, ce que je fais ne me stimule pas assez par rapport à ce que je fais. Il me faut autre chose, voire plusieurs choses. Donc, soit je mets de la musique, soit je mets des conférences scientifiques pendant que je travaille. Et en fonction du degré de concentration et d'intellectualisation que je fais par rapport à mon projet, je mets soit des conférences cool, soit des conférences hyper complexes, soit de la musique introspective, soit de la musique expérimentale, soit de la musique classique, on va dire. Pas classique, musique classique, mais de la musique avec mélodie, etc., refrain et compagnie. Et ensuite, l'autre anecdote que je peux te raconter, c'est que je ne cesse d'avoir des intérêts plus ou moins particuliers et il faut que je connaisse tout sur un sujet si je commence à l'aborder. Enfin, là, il faut que je m'alimente de manière constante, sinon ma journée elle est perdue. T'avais quel âge quand t'as fait tout ça? Il y a combien de temps? Là, tu vas m'obliger à parler d'autre chose, c'est-à-dire que en prenant conscience que j'avais des facultés intellectuelles qui étaient différentes, je me suis rendu compte également que pendant toute ma vie, enfance, adolescence, début de l'âge adulte, l'université, quand je suis rentré dans le monde du travail, il y avait deux choses. J'avais une faim dévorante d'apprendre, mais je ne savais pas que cette faim me dévorait et je ne savais pas que je pouvais l'alimenter. Donc c'est comme si je découvrais à chaque fois des trucs nouveaux avec des yeux énormes, la bouche bée. Je dis, mais ça existe ça?
et en me disant, mais si ça existe, ça veut dire que je peux apprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi ça existe. Éventuellement, si ça engendre une discipline, cette discipline, si elle est croisée avec d'autres, et c'est comme ça que petit à petit, ben, je me suis formé à plein de choses. Et là où ça a littéralement explosé, donc on va aller dans un côté intime de ma vie, c'est-à-dire que j'ai subi une séparation très douloureuse en 2015, et en voulant comprendre pourquoi cette histoire s'était aussi mal terminée, c'est là où vraiment j'ai explosé en termes de capacité, et j'ai passé toute mon existence depuis, en fait, à remplir ce vide que j'avais en moi. Donc j'ai commencé à apprendre tout seul euh, l'histoire, la sociologie, la politique, la philosophie, la psychologie, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que j'ai une vision du monde dans lequel on apparaisse. C'est-à-dire que quand j'ai compris que le monde était aussi mal foutu, j'ai vécu un stress énorme en me disant, mais pourquoi vivre? Et c'est, on va dire, entre guillemets, la spiritualité qui m'a aidé à comprendre d'autres choses et qui m'a apaisé. Voilà. Super intéressant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Par rapport à l'autisme, quand je me suis fait diagnostiquer et le gars m'a dit, bon, ben, il n'y a pas de souci, hein, non seulement vous l'êtes, mais vous êtes à un niveau un petit peu, voilà. Et ça m'a. Alors, je vais avoir la voix qui va trembler, qui va trembler parce que ça, à chaque fois, ça m'émotionne un petit peu. Pourquoi ça m'émotionne? Parce que jusqu'à ce que j'ai ce diagnostic, je me suis toujours moi-même incriminé. Je m'en suis voulu énormément pour avoir, entre guillemets, raté ma vie sociale, affective et amoureuse. Maintenant, j'ai compris que je ne l'avais pas raté. Simplement, j'interagissais avec les autres de manière différente. Donc ça m'a énormément apaisé au final. Je pleurais aussi. Voilà. Pleurons, pleurons. Et ça m'a ouvert aussi par rapport à mes enfants sur beaucoup de choses. Hmm. Parce que mes enfants aussi sont en space. Ouais, mais space, c'est ça le mot. Je me disais, mais avant, on n'appelait pas ça comment? On disait qu'on était space. Putain, je le Ouais. retrouvais plus. Eh ben, moi aussi, j'étais dans les space. Les space. Merci, merci Gilles. Donc, t'avais quel âge quand tu t'es fait tester? Bah, c'était cette année. Est-ce que tu peux me raconter rapidement ton parcours pro depuis l'école jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as fait comme étude déjà? J'ai d'abord fait seconde, première, terminale, c'était de la chimie. Donc je m'avalais 32 heures de chimie par semaine. Après, ne pouvant pas faire mon BTS, j'ai fait la fac à Limoges. Et j'ai fait une fac bio, donc doc de biologie, etc. Licence de biologie cellulaire, maîtrise de biochimie, DESS de pharmacotechnie. Et après, j'ai fait une thèse en bactériaux que j'ai arrêtée après 2 ans de recherche parce que je trouvais ça nul. Alors, il s'est passé quand même deux choses pendant mon doctorat. C'est que ma sœur était à Tahiti et elle m'a dit à l'époque, si tu veux, il y a plein de boulot à Tahiti. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai lâché mon doctorat. Je suis parti à Tahiti. Je devais y être prof. Et finalement, un concours de circonstances a fait que j'ai eu mes deux premiers jobs, le premier de graphiste et le deuxième de concepteur-rédacteur en agence de pub. Rien à voir avec la chimie et Ah tout ça. ben non, rien à voir du tout. Parce Ok. que j'ai toujours dessiné, bien sûr, hein, par Ouais. rapport à... Et tu voulais plus faire de chimie à l'époque? Alors la chimie m'a toujours intéressé, mais c'est la bactériologie, je trouvais ça chiant parce que c'était juste refaire des trucs que tout le monde avait déjà fait. Il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas de trucs à dévoiler, il n'y avait pas de grands concepts à mettre en évidence. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. Et comme la pub et la communication m'intéressaient énormément et que je commençais à ressentir le fonctionnement du cerveau, pas le mien, mais celui des autres, par rapport à la typographie, par rapport à la mise en page, comment diriger le cerveau, soit d'une cible en marketing ou d'une personne dans une mise en page, comment optimiser sa prise de connaissance avec un choix de police particulière, avec une palette colorimétrique. J'ai compris qu'il y avait là, par contre, il y avait des choses à découvrir. Et ça me stimulait énormément. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la com. Donc, je suis rentré à Limoges. J'ai fait 4 ans dans le service pub d'un grand groupe. Ensuite, j'ai été en agence de pub pendant 6 ans. Après, je me suis mis à mon compte. Mais quand la crise des subprimes est arrivée en 2009,
que les budgets com commençaient à être divisés par deux chaque année. J'ai dû rebondir. Et j'ai rebondi dans l'éducation nationale, dans les backstage, comme je dis, donc au CRDP à l'époque, Centre régional de documentation pédagogique. J'étais à la fois chef de service éditorial et chef de service financier. Après, il y a eu la Cour des comptes qui a rendu un compte rendu totalement catastrophique, donc on m'a gentiment remercié. J'ai à nouveau dû rebondir. Et mon dernier job, c'était comme ingénieur pédagogique à l'Office international de l'eau à Limoges. Voilà. Ah, donc ça rejoint un peu de bio. Oui, mais ça n'avait rien à voir parce que je faisais des modules d'auto-formation Oui. en 3D et en vidéo interactive. Et là aussi, je me suis fait licencier. Et depuis que je me suis fait licencier en novembre 2021, et j'ai rebondi sur mon projet, voilà. J'ai été prof aussi quand je suis revenu de Tahiti pendant 2 ans, mais voilà. Tu m'as dit plusieurs fois que t'as arrêté parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, t'avais faim, Ouais, ça marchait pas, que tu t'es fait virer ou remercier de plusieurs boulots. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a un oui. fil conducteur? Oh oui. Bah, la première fois que j'ai démissionné, donc c'était quand j'étais au service com de Legrand. Je me suis rendu compte que mon chef de service avait compris que j'étais spécial, donc il m'avait embauché comme graphiste, sauf qu'au bout de 2 ans, il me donnait des boulots de concepteur-rédacteur et d'agent de pub, sauf que j'étais payé 2 fois moins. Ah, hmm. Donc ça a clashé, et un des prestataires avait entendu le clash, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans son agence de pub. Et là aussi, même problème, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il faisait son beurre sur moi, et puis quand il s'est rendu compte qu'il avait du mal à me gérer, parce que j'avais une argumentation qui était imparable, il m'a proposé un licenciement avec une aide pendant 1 an pour que je me mette à mon compte, et c'est ce qui s'est passé. Quand je me suis à nouveau retrouvé comme employé, là par contre je me suis fait virer à chaque fois. La première fois que je me suis fait virer, c'était quand j'étais à l'Éducation nationale au CRDP. Pourquoi je me suis fait virer? Alors il y a deux raisons principales. C'est que je me suis occupé des femmes de ménage qui se voyaient retirer 150 euros chaque mois sur leur fiche de paye. Si tu me demandes pourquoi, je te répondrai parce que la secrétaire générale avait décidé de les faire chier, tout simplement. Donc j'ai commencé à les aider à rédiger des courriers. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements en interne dans certains services. Et comme j'étais leur chef de service, ben, je m'en suis occupé, comme je pensais que je devais m'en occuper. Ben, j'ai dit, ben, c'est pas bien, ça va falloir s'en occuper. Donc j'ai mentionné ces problèmes-là et mon directeur m'a dit, mais non, il faut pas le mettre. Ben, j'ai dit, ben si. Et il m'a dit, ben non. Ben, j'ai dit, ben si. Donc c'est lui qui a rempli le compte-rendu et qui a signé à ma place. Et je dis désolé, mais je ne signerai jamais ce compte-rendu parce que voilà. Et chemin faisant, ben, à la fin, je me suis fait virer. Donc je me suis fait virer parce que j'étais comme Cassandre, j'annonçais les catastrophes qui arrivaient. Voilà. D'accord. Comment tu m'as résumé ça? Merci. Excuse-moi, hein, c'est moi, hein, parce que Bah, c'est c'est normal, c'est normal. C'est c'est mon normal. problème. Quand je réponds, il faut absolument que je mette tous les éléments de la réponse. Et Exactement, je moi, je sais le faire bien. tout seul. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as une obsession, un sujet sur lequel tu es à fond? Bah là, je travaille sur un projet qui, en fait, a défini toute ma vie. Le jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle, je m'y suis mis en 1980, putain. Et c'est d'ailleurs le jeu de rôle qui m'a permis de rencontrer mes vrais amis qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Donc, ça Excuse-moi, m'a... Gilles, est-ce que tu peux raconter en 3 phrases ce que c'est que le jeu de rôle? Oui, alors le jeu de rôle, c'est exactement la même chose que lorsque on est petit et que si vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous racontent des histoires avant de vous endormir, c'est la même chose avec une seule différence. Vous pouvez interagir dans l'histoire. Donc, par exemple, si je te dis, ben voilà, tu es dans ton bureau, tu interviews Gilles, et tout d'un coup, il y a ta fenêtre derrière toi qui explose et il y a un extraterrestre qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pour bien le définir, tu as également différents univers. Donc, soit des univers historiques, utopiques, dystopiques, etc., etc., etc. C'est comme du cinéma dans la tête, où tu, par contre, t'appropries le scénario et tu interagis avec les personnages non joueurs de l'histoire. Oui, madame. Les pieds par terre, je vais m'asseoir correctement. En salle de classe. Donc voilà le jeu de rôle. Maintenant, dans la vraie vie, ça se passe comment? Autour d'une table, il y a celui qu'on appelle le meneur de jeu. C'est lui qui raconte l'histoire, les situations conflictuelles, et tu as ensuite les joueurs qui ont des fiches de personnages.
Et ces fiches de personnages, donc, définissent le rôle qu'ils jouent dans l'histoire. C'est d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue physique, d'un point de vue background et d'un point de vue capacité. Par exemple, si tu fais une course-poursuite avec des flics qui te poursuivent et toi, tu es le méchant qui vient de cambrioler une banque, si t'as pas une excellente compétence dans la conduite automobile en pleine ville, tu vas rapidement avoir un accident et te planter et les flics vont t'avoir. Donc, tu as des systèmes de règles qui résolvent les situations conflictuelles. Ça peut être une course-poursuite, ça peut être la tentative de convaincre quelqu'un que ce que tu lui racontes, c'est vrai. Ça peut être une scène de bagarre avec des flingues, des lasers ou n'importe quoi. Chaque fois que tu fais une action qui peut avoir différents types de conséquences, c'est une situation conflictuelle et on la résout en lançant des dés. C'est Alors mon projet, donc, c'est lié au jeu de rôle. C'est-à-dire que les jeux de rôle classiques, donc ceux que je viens de te décrire, ils font toujours appel et nécessitent des livres. Des livres de règles, des livres pour expliquer l'univers dans lequel tu joues, des livres pour expliquer comment créer ta fiche de personnage, etc., etc., etc. Donc moi, je fais du 100% immatériel. Ce ne sont plus des livres, mais comme des wikis sous la forme de sites internet où tu peux naviguer de manière extrêmement simple et ergonomique pour accéder à une information très très rapidement. Et c'est une interview, on va dire, de celui que tout le monde honore, vénère, etc., dans le milieu du jeu de rôle, qui s'appelle Didier Guizrix. En 2014, il a fait une interview et à l'époque, il avait dit, de toute façon, on ne fera jamais mieux qu'un bouquin pour accéder à une info. Et là, moi, ça m'avait un petit peu tilté. Je dis, mais si, on peut faire mieux. Sauf que j'avais rangé ça dans une case. Et quand je me suis retrouvé donc licencié en 2021, il m'est revenu comme un boomerang. Et je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais de mettre en application ce que j'avais eu en tête de résoudre ce problème, d'accéder à une information plus rapidement qu'avec un bouquin. Donc j'ai créé un jeu de rôle, j'ai créé un système de règles, j'ai créé un premier scénario dans l'univers de Cthulhu, si tu connais H.P. Lovecraft, l'écrivain américain des années 20. C'est un écrivain qui a créé de toutes pièces une mythologie, on appelle ça le mythe de Cthulhu. C'est du 100% immatériel, mais c'est également du 100% matériel dans le scénario. Et là où ça a un sens, de mon point de vue, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis quelques années, tous les meneurs de jeu qui utilisent leur ordinateur pour potentialiser une partie, c'est-à-dire pour mettre une ambiance musicale, des bruitages, montrer des photos, voire éventuellement des vidéos, eh bien, jusqu'à présent, ils se débrouillaient avec les moyens du bord, en fonction de leur connaissance des logiciels d'infographie ou peu importe. Et là, moi, ce que je propose, c'est un tout en un, où tout est prévu, tout a été préconfiguré, pré-mâché. Ils n'ont qu'à faire jouer leurs joueurs, et s'ils veulent de la musique par rapport à l'action qu'il est en train de décrire, ben, j'ai toute une banque musicale. c'est comme un genre de plateforme que tu as. Exactement, mais directement sur son ordinateur, t'as pas besoin d'Internet. Où est-ce que tu en es de ce projet? Ça y est, il est créé, tu l'as édité, tu en as fait Alors, une base. je peux te donner l'adresse du site. Mhm. C'est www.alter-ego.dev, DEV. Tu auras toutes les infos. Et c'est un projet gratuit ou qu'il faut, ça Ah demande du ben temps, non, c'est je vais quoi? essayer de gagner un petit peu ma vie avec. Le projet a une deuxième partie, et je vais être très bref, je te rassure par rapport à ça. C'est proposer les outils que j'utilise aux créateurs de jeux pour faire exactement pareil que moi, pour s'affranchir de tout l'univers des maisons d'édition, d'impression, etc. Pour que les créateurs de jeux soient complètement indépendants, puissent créer leur contenu sans du tout avoir nécessairement une maîtrise de la mise en page, de la colorimétrie, etc. Dans la création de ton projet, avec le cerveau que tu as, est-ce que tu as repéré des difficultés qui ressemblent à d'autres que tu as eues dans ton parcours professionnel ou personnel et des qualités qui te permettent d'aller plus vite ou mieux ou autrement dans la création de ce projet? Ouais. Alors mes zones de facilité sont très faciles à décrire. C'est tout mon background de communicant en termes de communication visuelle. Avoir une palette de couleurs, avoir une charte typographique, avoir une grille de mise en page, savoir diriger l'individu par rapport à où je souhaite l'amener, faire en sorte qu'il soit d'abord attiré par justement la zone de navigation et ensuite les informations accessoires et l'information principale. Tout ça, je maîtrise sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment une zone de facilité extrême. Là où, par contre, effectivement, j'ai des récurrences par rapport à mon passé professionnel récent, je me suis retrouvé confronté avec des problèmes technologiques, parce que moi, je ne suis pas développeur à la base. Moi, ça ne me faisait pas peur de me lancer dans le développement sans avoir aucune connaissance du développement. D'autant plus maintenant, depuis un an ou deux,
où les IA sont apparues. Et j'avoue que autant avant, je mettais un certain temps pour résoudre mes problèmes en allant sur les forums, etc. Maintenant, avec les IA, j'avance. Tu viens de me faire mon lien, c'est parfait. Ma prochaine question, c'est quel outil utilises-tu pour pallier à des façons d'être qui ne sont pas dans la norme mais dont tu as besoin? Me parler de l'IA, parce que je voulais te demander quelle place avait l'IA dans ta vie. Alors en fait, là, me concernant, je vais essayer d'être clair et concis parce que sinon ça va pas aller. Deux choses par rapport à l'IA. Déjà, quand j'en ai entendu parler, c'était d'abord par les IA génératives d'images, notamment Midjourney. Et là, je me suis rattrapé. Enfin, c'est comme s'il y avait un pied de géant qui m'écrasait par terre, comme une grosse merde. Parce que moi, illustrateur, voir que Midjourney faisait des trucs en 2 secondes 1000 fois mieux que moi, j'ai dit putain, d'accord. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, hein, vraiment. Ah, mais je sais. Voilà. Et après, il s'est passé deux choses. Après, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas l'IA générative d'images, j'aurais mis peut-être 10 ans à faire toutes mes illustrations. Autre chose, je me suis rendu compte que les IA génératives d'images étaient d'une part utiles pour mon boulot, mais que moi, finalement, avec les années, enfin depuis 2 3 ans, je retrouvais le plaisir à dessiner, mais pour moi, juste pour moi. Et ça a été énorme. Maintenant, le deuxième volet, c'est par rapport aux IA comme ChatGPT. Maintenant, ChatGPT est devenu une grosse merde. J'utilise plutôt Claude. Et Claude est incroyable à mon niveau. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus incroyables encore, mais Claude, enfin, je trouve ça incroyable. Ça m'a permis de résoudre plein de problèmes, j'allais dire existentiels par rapport à mon projet. Oui, parce que j'avais vraiment des grosses problématiques technologiques en termes de développement, que ce soit au niveau de WordPress, du PHP, que ce soit au niveau du HTML, que ce soit au niveau du développement pur et dur pour faire des applications. Et là, vraiment, je me rends compte que c'est comme si j'avais mes 2 ou 3 ou 4 développeurs préférés avec qui j'ai bossé quasiment pendant 20 ans, sauf qu'ils sont là, avec moi, et ils m'aident à avancer. Selon moi, avec des cerveaux neurodivergents qui pensent en mind map, l'AI, c'est un booster de Ah créativité. oui, ça y est, voilà, exactement, voilà. C'est un truc de ouf. Hier, je me regardais une conférence de cosmologie avec Aurélien Barraud, je sais pas si tu connais. Lui, il est anti-IA, et je ne comprends pas. Parce que quand tu es un scientifique, quand tu vois ce que ça peut t'apporter, mais en gain de temps, au contraire, je trouve que ça permet d'exploser tes idées. Par exemple, moi, je me souviens à un moment donné, j'avais Claude ou ChatGPT à l'époque, ouais, c'était ChatGPT. Il n'arrivait pas à solutionner mon problème. Et je voyais pourquoi il bloquait. Et du coup, je lui ai dit, mais attends. Si tu fais comme ça, et que tu fais comme ça, et que tu fais comme ça, sauf que moi, c'était du développement, je ne pouvais pas faire le code. Mais en gros, je lui donnais le fil directeur décrit d'un point de vue littéral. Il m'a dit, ah ouais, c'est pas bête. Eh bien, il a mis en ligne de code l'idée que je lui avais soumise. Exactement. C'est un extenseur de pensée, de Voilà. créativité, de tout ce que tu veux. Et des Et anecdotes comme ça, mais j'en ai il des faut tonnes. l'utiliser comme ça. Voilà, voilà, voilà. Par contre, c'est vrai que dans la vie réelle, ça a un impact, mais comme bon, ben, on est dans un monde capitaliste, forcément, c'est les capitalistes qui font les règles. Alors, on arrive bientôt à la fin. Déjà, par rapport à maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dire au petit Gilles dans son lit qui allait se sauver en rêvant dans son lit à Ah, des aventures? Si tu avais une lucarne de aujourd'hui à là-bas et que tu pouvais faire hey oh, je suis dans ton rêve, mais c'est la version de toi dans ben, 50 ans. ouais. Écoute, écoute! Je lui dirais d'être patient, parce que ça va être très, 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 très lent avant que il n'ait les capacités de se rendre compte qu'il a justement toutes les capacités pour avoir la vie qu'il a envie. Est-ce que tu pourrais te donner un petit tips? Est-ce que tu voudrais pas profiter de ce moment, imaginer le couloir, je sais pas quoi, l'espèce de tunnel qui va jusqu'à 1960-80, je sais pas quel âge t'avais, et lui donner un tips pour que ça prenne moins de temps ou qu'une situation qui a été particulièrement cuisante soit plus allégée maintenant avec ton expérience d'adulte. Vas-y, donne-lui un coup de main là. Non, je dirais qu'en fait, moi, je me suis développé, mais vraiment parallèlement à l'évolution d'Internet. S'il n'y avait pas eu Internet, je serais resté bloqué intellectuellement sur le fait que je ne peux apprendre des choses qu'en allant dans des bibliothèques.
Très bien, l'info est passée. Il fera Voilà. attention à Internet qui arrive. Si tu pouvais dire quelque chose aux gens autour de toi, que ce soit au boulot, aux gens que t'aimes, pour qu'ils te comprennent mieux et que vos interactions fonctionnent mieux, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de savoir de toi pour que ça se passe plus smooth? Bah, c'est très simple, hein, parce que là aussi, j'ai plein d'anecdotes qui m'ont fait comprendre que le problème majeur était quasiment toujours le même, avec des personnes qui ne me connaissent pas. C'est que ma manière de m'exprimer, ma manière d'expliquer, donne souvent l'impression aux autres que je suis pédant et méprisant. Ouais, ça m'a fait du mal quand on m'a dit ça la première fois. Et ben voilà, j'aimerais leur dire que c'est pas du tout que je les méprise, c'est que quand je suis en mode automatique pour expliquer quelque chose, je suis en mode automatique. Continue, continue. Donc, tu es en mode Et en automatique. étant en mode automatique, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est ce qui se passe là-dedans. Et de temps en temps, là aussi, je ne sais pas si j'ai fait une digression, mais je trouve que c'est par contre extrêmement important. On parle souvent de pensée en arborescence et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand ça explose, des fois, je suis quelques secondes dans l'incapacité absolue de parler parce que je vois tout ce que je peux dire et il faut que je choisisse le raisonnement qui me semble être le plus à même de correspondre à la question qu'on vient de me poser ou à la solution qu'on me demande de proposer. J'ai envie de pleurer. C'est bon. Ah, c'est cool, tu sais, ça fait tellement du bien d'entendre des gens décrire ce qu'il y a dans la tête et de voir qu'il y en a plein qui parlent de la même façon. Bon, ben voilà. J'ai oublié un truc qui aurait été très important que j'aurais pu te demander? Ou pas? Ou c'est juste des trucs auxquels Ah, ben oui, en fait, tu penses de pas? mon processus créatif, que j'appelle par ricochet. Là aussi, hein, ça fait partie de mes révélations, etc. D'un point de vue psycho-comportemental et comment je fonctionne au niveau logique, c'est que maintenant, je sais que mon profil d'autiste fait que visuellement, j'analyse tout. Mhm. J'analyse aussi d'un point de vue auditif, notamment au niveau de la musique, quand je compose de la musique. Je vois tout de suite ce qui peut être optimum, et moi je cherche toujours à atteindre ce niveau-là, voire même le dépasser. Par exemple, au niveau du dessin, quand c'est moi qui dessine ou quand je fais quelque chose sur l'écran avec la tablette graphique, j'ai une idée de base. Cette idée de base, comment elle évolue? Ben, je vois les erreurs que je fais, ce qu'on appelle les lignes de force, et je les comprends, je vois l'énergie qu'il peut en découler, et je ne fais que petit à petit aller vers cet optimum. Et ce n'est que par des ricochets. Et au niveau de la musique, c'est pareil. Je vois de la géométrie dans l'espace, donc je vois de la couleur, je vois des formes et je Synesthésie. ressens des sensations sur mon corps. Donc ça, c'est de la synesthésie. Synesthésie, voilà, c'est ça, synesthésie. Donc ma synesthésie fait que quand je compose de la musique, c'est d'une aide incroyable parce que ben, je vois où il y a des zones que je peux occuper, habiter avec des sons, des fréquences et des rythmes. Et ça me permet comme ça d'habiller un morceau du début jusqu'à la fin en jouant sur des déséquilibres pour créer une énergie et que ce ne soit pas trop monotone du début jusqu'à la fin. Moi, je suis aussi, je me suis rendu compte récemment que je l'étais, mais juste parce que quelqu'un en a parlé, bah, comme toi, je ne savais pas que c'était un terme, enfin qu'il y avait un concept autour de ça. Et quand quelqu'un a parlé du fait qu'il voyait la musique, j'ai fait, bah, moi aussi, en fait. Génial. Cool, cool, cool. Comment elle vient ton idée? Image alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme pratique qui t'aligne? Bah, je médite Médite, ok. Euh, donc, si tu médites un petit peu beaucoup, enfin tous les jours. souvent, tu sais voir quand il y a idée, quand il n'y a pas idée, gérer tout ça là. Donc, est-ce que tu as donc pris le temps un moment de te rendre compte quand tu as une idée, comment elle arrive? Certains, c'est quand ils sont en train de faire du sport. D'autres, c'est quand ils sont en train de parler. D'autres, c'est au réveil. Certains, c'est une sensation qui appelle un souvenir. Certains, c'est visuel, une scène. Certains, Ouais, c'est un mot, plusieurs mots. la nuit, dans les rêves, le matin. Tu les notes ou tu t'en souviens? Je m'en souviens toujours. Ok. Et ensuite, c'est des fois quand je suis dans une rêverie où il y a un problème sous-jacent et la solution apparaît. Comment? C'est rien. Bah, essaie de te remettre en situation.
C'est un visuel ou c'est des mots où tu dis ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Quand tu as tes idées que tu penses, t'entends ta voix ou pas des fois? Non, c'est visuel, c'est visuel. Quand tu rêves, t'entends ta voix? Ah, non, c'est mental, mais je n'entends rien. Ok. Quand tu lis, des fois, tu t'entends lire? Ah non, c'est les personnages qui parlent. Est-ce qu'ils ont des timbres différents? Oui. Génial. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être neurodivergent? Ça veut dire quoi au fond? Parce que pour moi, c'est une façon de réfléchir, une façon d'imaginer, une sensibilité, Mm. un côté bisounours, puissance 20 000, qu'on le cache ou pas. Et ça, c'est terrible, Et une ça. grosse souffrance aussi, une grosse. Et je sais pas Ouais. ce qu'a été ta vie personnelle, c'est pas le but de l'entretien, mais moi, tous les Mm. gens que j'ai interrogés ont eu des débuts difficiles. Oui. Pourquoi? Donc, à ton avis, et selon toi, et là, je te demanderai d'être franco, ou jusqu'où tu veux être franco, ça sert à quoi les neurodivergences sur Terre, dans le monde, pour les autres? Qu'est-ce qu'on fout là? Et je pense que je suis d'accord avec, je ne sais pas comment la qualifier, de révélation ou d'épiphanie, peu importe. En tout cas, j'ai compris qu'on n'était pas des accidents de parcours. C'est pas qu'on est des neuro... Enfin, excuse-moi, tu vois, ça explose encore une fois. C'est pas grave, laisse exploser. En fait, nous sommes un processus normal, non pas de l'évolution de l'espèce humaine, mais une petite branche qui est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce que justement, on s'abstrait totalement de ce qui fait avancer le monde, à savoir qu'un individu gouverne dans un système capitaliste, j'emploie les termes, hein, parce que c'est notre civilisation depuis plusieurs années d'années. Là où je veux en venir, c'est qu'en étant extérieur à ce système-là, parce qu'on ne le comprend pas et on n'a aucun intérêt personnel à en faire partie, au contraire, on a des critiques constructives à formuler et je pense que ce sont ces critiques constructives qui sont utiles à l'évolution de la société en général. Et maintenant, si on aborde le sujet de la spiritualité, Carl Jung l'a déjà parfaitement beaucoup mieux expliqué que moi, à savoir qu'il existe un inconscient collectif. Et je suis maintenant intimement persuadé que nous sommes là pour alimenter cet inconscient collectif, de manière à ce que notre vision, pas critique, mais la manière dont on a de fonctionner et de voir ce qui ne va pas, et de voir ce qui pourrait être amélioré, ou de voir ce qui pourrait émerger et solutionner des problèmes, eh ben, que ça diffuse justement dans cet inconscient collectif et que, selon la perméabilité des uns et des autres, ça puisse prendre racine. Pour? Pour faire évoluer notre société et notre espèce dans la bonne direction. Qui est, selon toi? Alors là, c'est difficile parce que... tu peux reformuler la question, s'il te plaît? Oh merde. Autant avant j'avais une réponse, autant maintenant je trouve la réponse con. Pourquoi? Là aussi, en termes de spiritualité, on va dire que dans les principales religions, on part du principe que on est, on vit, on meurt, et éventuellement on passe ailleurs pour vivre. Je n'en ai aucune idée. Moi, mon concept est différent, c'est que on ne vient pas ici, on vient d'ailleurs, on s'incarne, on meurt, on repart, éventuellement on se réincarne, et ainsi de suite. Si on diffuse des choses dans l'inconscient collectif, je pense que ça peut être utile pour l'espèce en général, mais est-ce Est-ce que c'est réellement... parce que c'est qu'on vient d'ailleurs, donc on ramène de l'information d'ailleurs? Je pense voilà, que tout est information, mais quelle est l'utilisation de cette information? Là, par contre, j'ai pas de réponse. Peut-être que c'est pour éviter d'aller dans le mur. Là, j'en suis persuadé. Est-ce pour améliorer notre vie à tous? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas du tout que ce soit pour faire de notre existence sur Terre une sorte de paradis. Pas du tout. On est là pour vivre des expériences qu'on a demandé à vivre ou éventuellement qu'on nous a demandé à vivre. Alors là, par contre, je n'ai pas de vérité vraie à formuler. Mais je pense que c'est un ensemble de choses. C'est plus une expérience personnelle
dont on peut faire bénéficier les autres, si les autres sont ouverts. Ensuite, avec tout ce que j'emmagasine là depuis quelque temps en termes d'informations, il y a Philippe Guillemot, vous ferez des recherches, il y a Jean-Michel Petit, vous ferez des recherches. Tout ça me fait me dire que conscience et matière sont les deux faces d'une même pièce et que peut-être même la matière n'est que la conséquence de la conscience. Tout à fait. Quel est, entre toi, enfant, qui t'endors en rêvant, maintenant, quel lien tu fais, toi, de tout ça? Le rêve lucide, c'est le rêve Vas-y, lucide. vas-y, vas-y, déroule. Qu'est-ce que tu crois qui se passait vraiment là? Bon, tant pis pour ceux qui vont penser que je suis totalement space. Je pense que mes rêves lucides et donc mes cauchemars, alors je disais tout à l'heure que je faisais des cauchemars de manière récurrente. J'étais dans la pièce de la cuisine, dans le magasin de mon père, la librairie, seul la nuit, assis, dos à l'entrée derrière moi, et quelque chose allait entrer, et je le sentais, soit aller me bouffer tout cru, soit aller me faire subir les pires choses, enfin peu importe. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit, je me suis retourné, j'ai dit, vas-y, vas-y, bouffe-moi, fais ce que tu veux, prends-moi. Et là, j'ai compris comme ça que j'étais dans un rêve et je me suis réveillé. Et après, à chaque fois que le même cauchemar commençait, j'ai dit, ben non, on l'a déjà fait le truc là. C'est bon, je rêve. Donc les cauchemars se sont totalement arrêtés pour ensuite juste des prises de conscience du fait que j'étais en train de rêver. Et ces rêves lucides ont eu une évolution d'abord dans mes déplacements, c'est-à-dire que j'ai commencé tout de suite à me déplacer sans marcher, sans courir, je volais. Mais j'étais toujours limité. Donc j'ai dû apprendre à voler dans mes rêves. Donc c'était très difficile. J'ai commencé par la nage. Et ensuite j'ai terminé par voler comme Superman. Et même après, j'ai terminé par me dématérialiser pour aller d'un univers à un autre. Question. Oui. Est-ce que tu t'es fait des tests, genre, Oui. je vais dans vérifier un truc et je vérifie demain dans la réalité si c'est vrai? J'ai jamais fait T'as ce trop genre eu de envie de test. faire ça? Oui, mais j'avais pas l'idée. Tu vois, à cet âge-là, j'étais totalement neuneux et naïf au possible. Donc, moi, je ne faisais que découvrir, me déplacer et voir ce qu'il y avait. Et tu t'es pas dit, genre, je vais en Espagne, dans la maison d'un nanana. J'aurais dû, parce que j'ai compris bien plus tard que j'ai dû faire des sorties de corps, Ah effectivement. oui? La seule que j'ai faite, et j'ai arrêté après, parce que j'ai eu tout simplement peur. Sur un forum de rêveurs lucides, il y avait une nana d'un niveau assez évolué. Il m'a dit, toi, ce qu'il faut que tu fasses pour aller plus loin, c'est que la prochaine fois que tu fais un rêve lucide, tu regardes tes mains. Oui, on m'a dit ça. Mm. Ouais, ça a été catastrophique. J'ai tremblé dans le rêve et dans la réalité. Et j'ai senti une chute monumentale et je suis tombé dans le noir absolu. Et après, j'ai arrêté de faire des expérimentations. Merci beaucoup, Gilles. Alors, ma dernière question. Est-ce que tu veux me dire un mot de la fin sur un truc qui t'a surpris dans la conversation, sur un truc qui t'a amusé, éclairé, ou juste une impression comme ça de fin? Un mot de Oui, phrase, parce que hein, bien c'est sûr. rigolo parce que j'y pensais avant même que tu penses, avant même que tu poses la question, et c'est resté toujours sous-jacent pendant qu'on parlait, parce que je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'ont dit les autres? C'est la première question que tu m'as posée. Est-ce qu'il y avait un endroit particulier où je me sentais bien quand j'étais petit? Et le fait de me rendre compte que je n'en avais pas, je me dis, mais est-ce que les autres ont toujours répondu à la question? Ou est-ce qu'il y en a d'autres comme moi qui n'avaient pas d'endroit particulier où il ou elle se sentait bien? Si, il y en a qui en ont. Ouais. Souvent, mais ouais, mais c'est pas l'endroit auquel on penserait. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Égoïstement, que mon jeu fonctionne, ça serait cool que des critiques positives soient la majorité. Ensuite, bah, ma deuxième pensée, c'est par rapport à mes enfants, quoi, qu'ils soient épanouis, juste épanouis. J'aimerais qu'ils soient heureux, quoi. Même si, pour l'instant, le futur de tout le monde semble être un petit peu bouché, en tout cas très très obscur. Et mon troisième souhait, alors, je ne sais pas s'il est égoïste, mais comprendre pourquoi ce putain d'univers existe, quoi. Avant de mourir? Ouais, ouais.
Ça Ouais. serait bien. Merci beaucoup, Gilles. Quoi? Wish I had some I stop past, no special away.